Bonjour, tu adores jouer à la bataille navale et tu regardes depuis ta tendre enfance au moins une vingtaine de fois chaque année Battleship. Alors cette vidéo est faite pour toi. Sinon, tu es un élève de terminale. Bien, donc nous sommes cette fois-ci dans le chapitre numéro 2 intitulé Mer et océan, deux points entre appropriation, protection et liberté de circulation. Ce chapitre fait toujours partie du thème 1, donc on abordera 3 chapitres dans ce thème 1 et on est déjà donc à la moitié. Alors, pour démarrer ce chapitre, je vais vous laisser regarder une vidéo faite par France 24 en 2015 qui traite bien, de l'appropriation justement de certains espaces, notamment de l'Arctique, par un pays, la Russie, qui revendiquait dès 2015 un territoire arctique d'à peu près 1,2 million de kilomètres carrés, ce qui représente un petit peu plus de 2 fois le territoire français. Je vous laisse regarder la vidéo et ensuite on revient juste après. Un territoire grand comme 2 fois la France, c'est ce que revendique la Russie devant les Nations Unies. Et pour cause, la zone appelée la dorsale de Lomonosov abriterait selon Moscou un trésor, l'équivalent de 586 milliards de barils de pétrole, soit 2 fois plus que les réserves de l'Arabie saoudite. Une manne que les Russes aimeraient exploiter. Pour ce militant écologiste, il faut au contraire protéger la zone. J'espère que la demande russe ne sera pas examinée, mais que la création d'une réserve naturelle autour du pôle Nord sera évoquée. Ce serait une excellente décision qui ferait jurisprudence pour les pays de l'Arctique, mais aussi pour tous les autres. L'Arctique est un territoire qui suscite beaucoup d'intérêt et que se disputent les États-Unis, le Canada, la Norvège et le Danemark. Le pouvoir russe a décidé d'en faire une priorité. Vladimir Poutine a établi une commission chargée de développer les projets économiques dans la région. Il a également modifié sa politique de défense. Il compte désormais mettre l'accent sur la flotte navale qui patrouille dans la zone. La Russie avait déjà réclamé une extension de son territoire en 2001, demande qui avait été rejetée par l'ONU. Alors, cette vidéo montre une chose, c'est que des territoires cherchent à s'approprier ces espaces, que ça peut créer des tensions, et c'est justement le but de ce chapitre, c'est de bien comprendre les tensions qu'on peut avoir entre les différents pays, les différents acteurs de la mondialisation, et cet espace qui essaye tant bien que mal d'exister dans ce jeu mondial des différents pays, euh, et ça on peut le noter, que depuis les années 2010, le droit va structurer l'appropriation, c'est-à-dire le contrôle des mers et des océans par l'homme. Cette situation montre à quel point ces espaces deviennent des enjeux importants et des sources de pouvoir pour les États, en raison des multiples ressources que l'on peut y retrouver et qu'on avait vu dans le chapitre numéro 1. Ressources halieutiques, ressources minérales, pétrole, tout l'hydrocarbure qu'on peut retrouver dans ces espaces. Mais ce qu'on peut noter de plus, c'est que ce sont des espaces qui sont fragiles, que l'homme a mis du temps à protéger, à prendre conscience véritablement que son impact pouvait avoir une véritable influence, ne serait-ce que sur Terre, mais aussi dans les mers et les océans. Et donc, ce qu'on peut noter, c'est que la fragilité des ressources, des zones maritimes et océaniques entre parfois en contradiction avec la liberté de circulation offerte par les règles internationales. Alors s'ajoute un rapport de force, parfois violent, entre les États pour ces espaces. Et donc, la problématique, c'est de savoir pourquoi les mers du globe sont-elles à l'origine de tensions, voire de conflits entre les États. Alors, pour bien comprendre ce chapitre, on va voir une première partie, donc ça va être le grand 1, sur les mers et les océans, deux points au cœur d'enjeux géostratégiques. Et la première sous-partie qu'on verra ensemble, c'est qu'on a une appropriation territoriale qui est source de tensions. Alors pour aborder cela, pour bien comprendre pourquoi il y a des enjeux si importants et pourquoi les États ont une place dans les mers et les océans, je vous laisse regarder donc cette fois-ci une vidéo faite par Arte dans l'émission Le Dessous des cartes, qui a été faite en 2014, et plus particulièrement la question de la zone économique exclusive. Je reviens après cette vidéo pour voir la suite avec vous. Les mers, elles aussi, sont traversées par des frontières. Elles sont invisibles, mais elles sont tout autant source de conflits, d'autant plus que le sous-sol marin est souvent riche en minerais ou en hydrocarbures. Eh bien, ce sont les cartes de ces litiges que je voudrais vous montrer aujourd'hui.
Les mers occupent 71% de la surface de la planète, soit une immense superficie qui a été longtemps régie par le principe de liberté de navigation. Ce principe avait été formulé pour la première fois en 1609 par le Hollandais Grotius, les États ne devant contrôler que baies, détroits ou zones côtières à portée de vue ou de canon. C'est après la Seconde Guerre mondiale que ce principe a été contesté à cause de deux facteurs. Le développement de la pêche industrielle et la mise en place par certains États de zones de pêche et l'exploitation des hydrocarbures en offshore qui représentent à peu près 22% des réserves totales estimées. D'où le besoin de formuler un droit sur la mer. La Convention sur le droit de la mer a été signée en 1982 à Montego Bay et elle permet aux États d'exercer leur souveraineté sur les mers et sur les océans. Alors comment fonctionne cette convention? Sur cette coupe, vous voyez la côte d'un État. C'est la limite des eaux lors des marées les plus basses qui sert de ligne de base pour les délimitations maritimes. En deçà de cette ligne de base, on a ce qu'on appelle les eaux intérieures, les ports, les rades, les baies, les estuaires, certaines îles côtières, la carte le montre bien. La souveraineté, là, est absolue, identique à celle pratiquée sur Terre. Au-delà, on trouve les eaux territoriales, sur une largeur de 12 milles nautiques, soit un petit peu plus que 22 km. Je vous rappelle qu'un mille nautique, c'est 1852 mètres. Dans ces eaux territoriales, les États exercent une souveraineté totale, y compris sur les fonds marins et sous-marins. Mais ils doivent laisser naviguer les navires des autres États sans autorisation préalable, et seuls les navires à propulsion nucléaire et les sous-marins doivent naviguer en surface et arborer le drapeau national. Et puis enfin vient la zone économique exclusive, la ZEE, qui s'étend sur 200 milles nautiques depuis la ligne de base. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Prenons le cas d'un pays comme la France. Il y a une France métropolitaine, au large de laquelle s'est mise en place la ZEE, mais il y a surtout les départements et territoires d'outre-mer, qui font que la France dispose d'une des plus grandes ZEE au monde, 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive, soit un petit peu moins que les États-Unis, mais nettement plus que l'Australie. Dans la ZEE, les États ne sont pas souverains, mais ils peuvent explorer, exploiter, protéger toutes les ressources qui se trouvent dans les eaux, les fonds marins et sous-marins. Poissons, végétaux et bien sûr pétrole et gaz. La liberté totale de navigation est garantie pour tous les navires, y compris les navires de guerre, et tout État étranger peut faire passer des oléoducs ou bien des câbles sous-marins. Alors, cette vidéo est assez intéressante parce qu'elle montre finalement que les États empiètent sur les mers et les océans. C'est-à-dire que les États ne se limitent pas simplement à l'aspect territorial terrestre, hein, la Terre, mais empiètent aussi sur un espace qui est face à eux. Hein, ce qu'on appelle souvent le littoral. Alors ce littoral est assez large, et ce qu'on peut noter, c'est que les États s'approprient les mers pour accéder aux ressources, mais aussi pour se protéger. Hein, le droit international de la mer, défini, et là vous pouvez le mettre en rouge lors de la conférence de Montego Bay, eh bien, confère aux États riverains un contrôle sur les ressources présentes dans la colonne d'eau et les fonds marins de leur zone économique exclusive. Entre parenthèses, ce qu'on appelle la ZEE, qui est un espace maritime pouvant s'étendre jusqu'à 200 miles marins de leur côte, ce qui fait environ 322 km à peu près. Donc vous voyez que c'est une zone assez large qui va être contrôlée en face de la façade maritime, donc qui est une zone au-delà de leur territoire et qui montre ce contrôle de ces différents territoires. Alors pour la conférence de Montego Bay, vous pouvez marquer en rouge, car c'est une définition, que, donc entre parenthèses, c'était fait donc, en Jamaïque en 1982. Donc c'est une conférence qui a été ratifiée par un acte, hein, donc ratifié par 133 pays en 2011, et cette convention définit un droit maritime international en distinguant différents espaces maritimes et en déclarant les grands fonds biens communs de l'humanité. Ce qui veut dire que, d'un point de vue technique, c'est à la fois à tout le monde et à personne. Ce qui va permettre de comprendre pourquoi il y a des tensions qui vont apparaître. Alors,
pour voir justement ces zones économiques exclusives, je vous laisse aller à la page 378, le document 2, qui est une carte qui montre l'appropriation donc, des différents territoires du monde et leurs zones économiques exclusives. Donc cette carte montre une chose, c'est que il y a des grands absents de ces zones économiques exclusives, c'est l'intérieur des terres, c'est-à-dire que les pays qui n'ont pas de façade maritime, par définition, n'ont pas de zone économique exclusive. Donc, ce que l'on peut noter, c'est qu'on a de très fortes disparités qui existent entre les États. 2 points. Premier tiré, certains, comme les États-Unis ou la France, disposent de très vastes zones économiques exclusives grâce à des littoraux étendus ou la possession d'îles à travers le monde. Entre parenthèses, en exemple, la France a la plus grande zone économique exclusive du monde avec 11,6 millions de kilomètres carrés, juste devant les États-Unis avec 11,3 millions de kilomètres carrés. Donc, vous voyez l'importance que peuvent avoir ces zones économiques exclusives pour des pays. La France, qui a une taille, somme toute, pas dérisoire, mais de 550 000 à peu près kilomètres carrés, vous voyez qu'elle a une vaste zone économique exclusive qui lui donne un énorme potentiel marin. Et deuxième tiré, d'autres, comme la Chine, cherchent à repousser les limites de leur zone économique exclusive, donc leur ZEE, pour aller plus rapidement dans vos notes, afin d'accroître leur souveraineté et leur contrôle sur les ressources. Entre parenthèses, en exemple, ce qu'on peut noter, c'est que depuis les années 2010, la Chine désire mettre la main sur 80% de l'espace de la mer de Chine méridionale, ce qui l'oppose à ses voisins, comme les Philippines, la Malaisie ou encore le Japon. Alors je vous laisse regarder donc une carte qui montre justement cette Chine méridionale, qui a été parue donc dans le journal Libération en 2016, et qui montre les tensions qu'on peut avoir dans cette zone, liées au fait que la Chine essaye de capter des ressources de plus en plus importantes. Alors pour revenir donc à ces zones économiques exclusives et aux tensions que ça peut créer, je vous laisse regarder donc une vidéo qui avait été faite donc pour le 20h de France 2 en 2012, qui montre les tensions grandissantes entre la Chine et le Japon concernant des espaces maritimes qui sont assez proches l'une de l'autre. Je vous laisse regarder ce passage et ensuite je reviens vers vous. L'actualité à l'étranger avec d'abord la montée des tensions en Asie entre la Chine et le Japon. À l'origine, il y a un différend territorial sur un petit archipel. Mais aujourd'hui, le conflit dégénère. Depuis quelques heures, des centaines de Japonais pris pour cible quittent la Chine. Bernard Lebrun. Dans les rues de cette cité industrielle où se trouvent des usines japonaises, le nationalisme chinois est exacerbé par le parti et la xénophobie est à son comble. Exemple. Il a suffi que cette Toyota, construite au Japon, se trouve sur le chemin des manifestants pour que se déchaînent haine et ressentiment. Pire, devant cette boutique de la célèbre marque d'appareils photo japonais, un employé du magasin, chinois comme les autres, défend courageusement son outil de travail. En vain, par sécurité aujourd'hui, Canon et Panasonic viennent de fermer leurs usines délocalisées en Chine. Pendant ce temps, à Pékin, les forces de l'ordre prennent position en masse devant l'ambassade du Japon. Un déploiement considérable, à la hauteur de la colère de la foule. Pas question de prendre des risques avec la sécurité des enceintes diplomatiques, réciprocité oblige. J'appelle tous les Chinois, les jeunes surtout, à se lever fièrement pour cette cause. Et voici la cause. Des cailloux inhabités en mer de Chine orientale. Une polémique relancée le 2 septembre dernier, quand cette expédition japonaise est allée planter le drapeau du pays du soleil levant dessus. En fait, il s'agit d'un archipel d'îles que les deux pays se disputent depuis des décennies et qui d'ailleurs a deux noms sur les cartes, un japonais, un chinois. Demain sera la journée de tous les dangers, car à la fois à Pékin, on commémore ce mardi le 81e anniversaire de la guerre sino-japonaise, mais aussi, il est vrai, le 40e anniversaire bien fragile des relations diplomatiques entre les deux pays. Oui, mais dès ce soir, les réactions sont nombreuses et les États-Unis ont lâché le mot tabou. Ils mettent en garde contre des violences qui pourraient déboucher sur un conflit. Bonsoir Alain de Chalvron, vous êtes en direct à Pékin. Est-ce qu'on en est vraiment là ? Oh, écoutez, il y a quelques jours, je vous aurais répondu catégoriquement non.
Aujourd'hui, on peut se demander si la situation n'est pas en train d'échapper à tout contrôle, tant le sentiment nationaliste est fort de part et d'autre. C'est si vrai que le ministère chinois des Affaires étrangères nous a téléphoné pour nous mettre en garde contre d'éventuelles violences qui pourraient avoir lieu demain pour cet anniversaire donc de l'invasion de la Mandchourie par le Japon en 1931. Mais une guerre aurait de telles conséquences, car les États-Unis pourraient être impliqués, ils ont un traité avec le Japon, une guerre aurait de telles conséquences qu'on ne peut pas imaginer qu'elle ait lieu. Et franchement, ces cailloux pelés, même s'il y a du pétrole, n'en valent pas la peine. Merci Alain. Donc, cette vidéo montre une chose, c'est que eh bien, les mers et les océans, comme c'est des enjeux de plus en plus importants, eh bien, on essaye de se les approprier. Sauf que, malheureusement, certains pays sont favorisés plus que d'autres, donc eh bien, vous avez des pays qui cherchent à capter, à obtenir parfois par la force, par la crainte, certains espaces plus que d'autres. Ou parce qu'ils considèrent que historiquement, comme c'est le cas de la Chine, historiquement, ces territoires leur appartiennent. Donc, ce que l'on peut noter, c'est que les ZEE deviennent une source de différends qui peuvent aller jusqu'au conflit entre des États voisins. Ces conflits interviennent quand les frontières sont difficiles à délimiter, ou qu'une source se situe à cheval sur plusieurs d'entre elles. Entre parenthèses, en exemple, on a des tensions qui sont de plus en plus fortes entre la Chine et le Japon, encore aujourd'hui, pour le contrôle des îles Senkaku, riches en ressources pétrolières. Fermez la parenthèse, et ce qu'on peut toujours noter, ça sera le dernier petit point de cette première sous-partie et la fin de cette vidéo, c'est qu'ils peuvent aussi être liés à la volonté d'un État d'étendre sa souveraineté, en ne respectant pas eh bien, les règles internationales ou à l'intrusion d'activités comme la pêche dans une ZEE qui ne leur appartiennent pas. Voilà. Qui donc montre là aussi que eh bien, parfois les tensions peuvent exister entre les pays. Bien, je crois qu'on a fait une bonne petite séance. J'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à revoir la vidéo, à mettre des pauses, à reprendre. De toute manière, nous on se revoit après, alors avant la présentielle en format CNED, donc sur une salle virtuelle. On se retrouvera donc en salle virtuelle le jeudi, à l'heure où habituellement on a cours le matin, le jeudi matin. Et puis, eh bien, je répondrai à vos questions sur les 2 vidéos du mardi, si vous en avez, concernant eh bien, des problématiques qui ne sont toujours pas claires dans vos esprits. Voilà. Je vous souhaite bien un bon début de semaine, et puis on se retrouve donc jeudi. Au revoir.